Bonjour à tous, je suis Raphaël Madar, le président de l'association Sahel Connection. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Alexandre Bensoussan, qui est un des volontaires aussi de l'association et qui a eu un parcours un peu spécial. Aujourd'hui, le but de l'émission est de parler du parcours du Yom Seirot. Bonjour Alexandre. Bonjour Raphaël. Alors, explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur le Yom Seirot? Comment ça s'est passé? Commençons par le parcours d'abord. Alors moi très globalement, je suis arrivé en Israël, j'ai fait un programme Massa, donc le programme Tikva du Rav Mamou, suite auquel j'ai décidé en fait de prendre une voie un petit peu différente et de me lancer dans une Mechina Gdam Tzvait, donc dans une préparation militaire. J'avais pour but en fait, par le biais de cette Mechina Tzvait, de préparer les tests qui permettent de rentrer dans les unités spéciales de Tzahal. Donc j'avais en fait pour but de passer le Yom Seirot et à l'issue du Yom Seirot d'obtenir le Gibush Matkal pour rentrer dans les unités proposées par le Gibush Matkal. Je suis rentré à l'issue de ces tests-là, donc à la fin de mon Gibush Matkal, j'ai reçu les entretiens pour Egoz, Maglan et Duvdevan. Et à l'issue de ces entretiens-là, je suis rentré à Egoz, unité dans laquelle j'ai fait mon service militaire pendant 3 ans. Et après mon service militaire, j'ai commencé mes études. Et me voici. D'accord. Alors si je comprends bien, ton parcours il est un peu différent d'une bonne partie des francophones qui viennent en Israël après leurs 18 ans. C'est-à-dire que la majorité des francophones aujourd'hui passent par le biais du programme Mahal, où ils s'engagent pour une durée de 1 an et demi en tant que volontaire. Toi, tu as fait la Aliyah à la fin du programme Massa, au lieu de t'engager avec le programme Mahal. Exactement, j'avais pour but en fait, lorsque j'ai fait ma Aliyah, de recevoir un Mispar Zeut et de pouvoir commencer le processus qui me permettrait d'accéder au Yom Seirot. C'était quelque chose en fait d'essentiel pour pouvoir commencer les premières étapes de ce projet-là. D'accord, mais en soi, le Yom Seirot, c'est une journée on va expliquer en détail dans quelques instants, mais c'est une journée qui est accessible aussi via les participants au programme Mahal. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le programme Mahal en tant que touriste et qui va s'engager aux sessions de août ou de décembre, il a la possibilité de faire le Yom Seirot directement. Pourquoi tu as quand même voulu faire la Aliyah et t'engager dans tous les cas pour une durée minimum de 2 ans et 8 mois? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons personnelles. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment besoin de faire une Mechina Tzvait, donc de 1 an pour me préparer physiquement et mentalement. Mais il faut surtout mettre l'accent, et dans l'association, on met beaucoup l'accent sur le fait que, malgré le fait qu'il y ait 2 possibilités pour accéder au Yom Seirot, donc une possibilité lors de Mirveh Alon. Donc Mirveh Alon donne la possibilité aux participants d'accéder au Yom Seirot, et une possibilité donc hors de Mirveh Alon, donc en tant que civil d'accéder au Yom Seirot. On conseille toujours d'éviter Mirveh Alon lorsqu'on a pour projet d'accéder au Yom Seirot, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on rentre à Mirveh Alon, dans le cas où on accède au Yom Seirot et qu'au Yom Seirot on obtient un Gibush, donc les semaines de tests sans rentrer trop dans les détails pour accéder aux meilleures unités de Tzahal, dans le cas où on finit ces Gibushim là, donc c'est déjà une étape qui est assez avancée et c'est beaucoup de sacrifices personnels. Dans le cas où on finit ces Gibushim-là et qu'on n'a pas les unités principales proposées par les Gibushim, on ne pourra pas avoir accès aux entretiens qui permettent d'accéder à Egoz, Maglan, Duvdevan. Et c'est extrêmement frustrant de finir un Yom Seirot, de finir un Gibush, Matkal ou Shayetet, et de ne pas avoir la possibilité en fait d'accéder à ces unités-là, donc finalement de se retrouver sans rien. Concrètement, oui, c'est des cas qu'on a vu beaucoup dans l'association. Donc c'est vrai qu'on recommande quand même de passer par la deuxième étape, donc qui est de faire la Aliyah, même si on a quand même eu des cas particuliers qui ont réussi via le parcours Mahal quand même à être pris. Mais c'est vrai qu'en proportion, c'est quand même des chiffres qui sont relativement faibles. D'accord. Concrètement, le Yom Seirot. Voilà, donc quelqu'un, on va dire que ça soit via Mahal et qu'il passe par le Yom Seirot, ou que ça soit un Israélien ou un Franco-Israélien qui, comme toi, ou qui est arrivé un peu plus tôt et qui fait comme les Israéliens à l'âge en Kita Yud-Bet, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée-là? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le principe? Combien de temps ça dure? Où est-ce que ça se fait? Ok. Alors, le Yom Seirot, déjà, on le reçoit par le biais du Tzav Rishon
à certaines conditions. C'est-à-dire que pour recevoir le Yom Seirot, il y a une condition lorsqu'on est au Lechadash qui est le fait de parler suffisamment hébreu, c'est-à-dire le fait d'être exempté de Mirvalon et donc d'avoir une note de 7 sur 9 en hébreu. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui aurait pour projet de faire le Yom Seirot, je lui conseille de s'y prendre beaucoup à l'avance parce que dans le cas où il n'a pas la note nécessaire pour être exempté de Mirvalon, il devra attendre 6 mois pour pouvoir repasser le test d'hébreu. Donc il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. De deux, comme on le précise sur le site de l'association, il faut des notes nécessaires, il faut des notes suffisantes en termes de Kaba et de Dapar, qui sont de 52 pour le Kaba et de 60 pour le Dapar. De plus, il suffit pas seulement de notes formelles, mais il s'agit aussi de correspondre à un certain profil. Quelqu'un qui tiendrait des propos qui sont trop extrémistes ou qui sont pas cohérents pendant l'entretien du Tzav Rishon. L'entretien individuel, tu parles. Exactement. Pendant l'entretien individuel, ne pourrait pas accéder au Yom Seirot. Après, la troisième condition, c'est bien évidemment le profil physique. Qui est quand même une des conditions les plus importantes. Bien sûr, étant donné que le Yom Seirot, c'est un test qui est entièrement physique, qui a pour but de donner accès aux meilleures unités de Tzahal, meilleures unités combattantes. Le profil physique doit être au minimum donc de 42. De 82. De 82, on va bien dire. sûr. 97, non, généralement. Alors 82, c'est des cas un peu plus particuliers. Exactement. C'est-à-dire qu'on accorde le 82 à certaines conditions. Il y a plusieurs types de 82. Il y a des 82 qui sont dus, par exemple, à des problèmes qui sont minimes. Et dans ces cas-là, on accorde en fait le Yom Seirot. Mais généralement, il faut 97 à 95% des cas. Il faut 97 pour passer un Yom Seirot, bien sûr. D'accord. Donc, on revient. Donc, on a 17 ans ou 18 ans. On a fait le Tzav Rishon. Tout s'est bien passé. On n'a pas tenu de propos extrémistes. On a donc une note pendant l'entretien individuel qui est assez élevée, un profil médical qui est assez élevé, des notes au Kaba de 52 et un Dapar de 60. Pourquoi des notes de Kaba de 52 ils doivent devenir officiers parce que c'est quand même une note qui permet... c'est la note minimale pour devenir officier au final. Exactement. Alors, c'est-à-dire que dans ces unités-là, maintenant, il y a une formation intégrée de Pikoud, donc de commandement, et c'est des notes de base, comme dans ces unités-là, tout soldat doit être considéré comme combattant ou apte à prendre le commandement des soldats qui sont autour de lui. Je pense que ces notes-là sont fondées sur ça. D'accord. Donc, tout se passe bien pendant la journée du Tzav Rishon. Par la suite, il faut faire quand même une demande pour recevoir le Yom Seirot parce que c'est pas quelque chose qui est automatique. De manière générale, les gens ne sont pas obligés de signer plus longtemps parce que c'est quand même une des conditions par la suite si on est pris dans une de ces unités-là. Et donc, on fait la demande, on reçoit une convocation pour le Yom Seirot. Le Yom Seirot, il va être à 2 périodes. Donc la première période, c'est en courant janvier, mi-janvier, on va dire. Et la deuxième période, elle est entre fin septembre, début octobre. On va dire dans ces eaux-là. Concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette journée ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi le principe ? Est-ce que c'est long ? Est-ce que c'est court ? Est-ce que c'est intense ? Comment ça commence ? C'est un peu la phobie quand même et c'est des questions que beaucoup de francophones se demandent. Alors on rentre enfin dans le vif du sujet. Le Yom Seirot, c'est une journée qui commence très tôt. Le Yom Seirot a lieu à Rishon LeZion. Et maintenant, il s'agit seulement d'une seule journée. C'est-à-dire qu'on arrive le matin et le soir même en fin d'après-midi, on a fini le Yom Seirot. En soi, la journée des tests ne dure pas une journée. Les tests en soi ne durent pas une journée. Le Yom Seirot est extrêmement court. Les tests durent très peu de temps, mais il y a énormément de temps d'attente. Lorsqu'on arrive au Yom Seirot, on doit tout d'abord recevoir un numéro, on doit tout d'abord donner nos documents médicaux à des médecins, ils doivent tamponner nos documents médicaux. Des documents médicaux qu'ils auront en plus de ceux du Tzav Rishon, c'est-à-dire des documents qu'il faudra ramener, que l'armée envoie et qu'il faut ramener remplir par un médecin. Il faut une aptitude signée par un médecin, le fait qu'on soit apte à passer cette journée de test-là, le fait qu'on soit pas malade, etc. Donc on doit signer pas mal de papiers qu'on doit donner au début du Yom Seirot, on reçoit notre numéro, on attend énormément, on se change, on se met en tenue de sport, on attend, ils nous déplacent. Il y a une attente qui est un petit peu stressante, mais ça fait partie des conditions du Yom Seirot. Et puis on est appelé pour
ce que beaucoup voient comme la première épreuve, mais qui n'est pas une épreuve en ça. Il est extrêmement important de le préciser pour le 2000 mètres. D'accord. Donc c'est le barreur, l'étape du barreur. Exactement. Alors, c'est pas exactement un barreur complet, puisqu'il ne demande pas de faire d'exercice de musculation. Mais ça va être en fait un 2000 mètres ou un 3000 mètres. Et le seul but de cette étape-là, ça va être de créer des groupes, en fait. Ça va être de créer des groupes qui soient diversifiés. Des gens qui vont plus vite, des gens qui vont plus lentement, des gens qui vont à un rythme moyen. Mais dans tous les cas, cela n'a absolument aucune influence puisque on pourrait penser que le fait de créer des groupes diversifiés favorise les gens qui vont plus vite aux 2000 mètres, mais c'est absolument pas le cas puisque les exercices qui sont exigés par la suite ne ressemblent pas du tout à des exercices de course à long terme en fait. C'est-à-dire que même si je viens, on va dire que je suis un jeune francophone, je fais la course des 2000 mètres, même si j'arrive dernier, en soi il faut que j'essaye de garder les pieds sur terre et de se dire que bon, j'ai fait le maximum. Derrière, Exactement. Il faut que je sois dans le même état d'esprit, d'aller le plus loin possible, et pas dès le début, on va dire, se dire que tout est joué et que c'est pas possible. Et même plus que ça, moi, l'entraîneur que j'avais lorsque j'ai fait ma préparation militaire, c'était un entraîneur qui avait été pendant 6 ans en Chaillay-Tête, et il m'avait justement conseillé d'arriver dans le milieu dernier des gens parmi le 2000 mètres, sans exagérer, mais en gardant mes forces, en donnant 70% de moi-même, et en faisant un temps correct sur 2000 mètres, j'avais fait peut-être 8 minutes 50, 9 minutes, j'étais allé à un rythme tout à fait raisonnable, pas exagéré, parce que quand même, il y a des examinateurs qui courent très lentement, et ceux qui arrivent derrière les examinateurs sont directement éliminés. Ah, donc il y a quand même, on va dire, il y a quand même un temps qu'il ne faudrait pas dépasser, même si je suppose que ces examinateurs qui est exagéré. Quand même assez lentement. Ils courent de façon exagérée très lentement. C'est-à-dire que par exemple pour le 2000 mètres, il ne faut pas dépasser les 11 minutes. Voilà, il requiert quand même le minimum. Mais tel est-il que moi j'avais vraiment fait exprès de préserver mes forces parce que j'avais été prévenu que c'était une étape qui n'était pas du tout éliminatoire, qu'on ne regardait pas. Et à la fin d'ailleurs, la preuve c'est que personne n'écrit notre placement, on reçoit juste un numéro. Et après, on redonne ce numéro-là, et en fait, ces numéros-là sont répartis en piles. D'accord. Et ces piles-là constituent des groupes, en fait. Ok, donc à partir du moment où, grâce à la course du 2000 mètres, ils séparent en groupes, exactement. Donc ça fait déjà une partie de la journée qui s'est déroulée. Il ne reste pas autant de temps, puisque tu nous as dit que le Yom Seirot, c'est une journée qui est assez courte, assez intense. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les étapes qui suivent? Alors, après le 2000 mètres, il y a encore un temps d'attente qui est insupportable, qui est extrêmement long, qui contribue au stress global de la journée, dans lequel ils nous font s'asseoir. Et puis, soudainement, il y a quelqu'un qui vient et qui nous fait un discours sur le Yom Seirot, comme quoi cette journée de test va changer nos vies, va nous donner accès justement aux unités, aux gibushim les plus prestigieux. À partir du moment où on a été répartis en groupe et on a passé le seuil de ce qu'ils appellent la chambre de la mort, donc c'est un espèce de terrain dans lequel il y a dans lequel il y a plein de dunes de sable et chaque groupe reçoit une dune de sable. Il nous dit qu'à partir du moment où on a passé ce seuil-là, donc on est rentré dans ce terrain-là, c'est jusqu'à la mort en quelque sorte. Donc il nous fout tous ces speeches en fait, tous ces speeches-là. Bon, c'est un peu pour vous motiver aussi. C'est exactement. Pour vous dire, vous commencez, allez jusqu'au bout, n'abandonnez pas. Exactement. Je m'en rappellerai tout le temps. Et une fois en fait qu'il fait ça, donc on est répartis en groupes. Chacun donc se dirige vers ses examinateurs. Donc les examinateurs sont des réservistes qui eux-mêmes ont été combattants à Matkal, à Sheshtecha, à Shaldag, à Chaillay-Tête. C'est une unité spéciale. Et on se dirige vers eux et on prend le chemin de la chambre de la mort, donc des dunes de sable. Oh. Et à ce moment-là, véritablement, le Yom Seirot commence. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça commence à partir de ce moment-là? Combien de temps il reste plus ou moins? Parce que il me semble qu'ils sont quand même sans montre, ils n'ont pas une notion du temps, les participants au Yom Seirot. Alors voilà, les participants n'ont pas de notion du temps puisqu'on doit enlever notre montre. C'est une des choses qui nous est exigée. À partir du moment où on franchit donc ce terrain-là. Chaque groupe reçoit sa dune de sable et sur cette dune de sable, on va avoir 4 exercices. Et ces 4 exercices-là
donc qui sont finalement très courts. Et c'est important pour chaque participant d'avoir ça en tête, c'est que finalement, chaque exercice est court, et le temps qui reste à partir du moment où on franchit ce cap-là est compté. Donc, on commence le Yom Seirot, on se tient tous devant notre dune de sable, les examinateurs nous briefent en quelque sorte sur ce qui va se passer. Bien sûr, il reste très flou par rapport au temps qui reste, le but étant de nous mettre dans un climat de stress. Aussi, ça se voit dans le fait qu'ils demandent d'enlever nos montres pour pas qu'on ait une notion de temps ou quoi que ce soit. Mais globalement, voilà, on commence le premier exercice. D'accord, et donc après... Concrètement, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, je suppose que l'exercice il s'enchaîne, il n'y a plus un temps d'attente qui est aussi long entre les exercices. Exactement. Aussi quand même. Où tout s'enchaîne, on va dire, de manière assez intensive. Tout s'enchaîne. Et assez fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une énorme différence entre la première partie de la journée qui s'écoule de façon très lente. Moi, je me rappelle qu'on est arrivé à 8h. Et à partir du moment où ils nous avaient demandé en fait, d'enlever nos montres, je me rappelle, je revois l'heure sur ma montre, il était peut-être 13h, quoi. Il était 13h30. C'est-à-dire que toute la matinée de 8h jusqu'à 13h30, on l'avait passé à être déplacé d'un point X à un point Y et à courir un 2000 mètres et à être briefé sur le contenu de la journée. Et de 13h à 17h ensuite, vous êtes, on va dire, même si les participants, on rappelle qu'ils n'ont pas la notion du temps, mais pendant ces 3 à 4 heures qui vont rester, ils vont se faire, ils vont participer, on peut se faire torturer, on va dire, et participer à des entraînements assez poussés où ils vont devoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement. C'est-à-dire que de 13h à 13h30 jusqu'à 16h30 à peu près, je pense pas que ça dure plus de 3 heures, on va justement réaliser ce pourquoi on est venu. Donc finalement, ça dure 3 heures. On commence le premier exercice. Le premier exercice, c'est un exercice qui est assez simple. Qui est assez simple à concevoir, mais qui est finalement très difficile. Je dirais que le premier et le deuxième exercice sont les deux exercices les plus difficiles. C'est-à-dire que le premier exercice, donc il faut repréciser qu'on est 25 par équipe, on est 750 au total par journée de Yom Seirot, et donc on est répartis par équipe de 25. Dans chaque équipe de 25, il faut avoir présent à l'esprit qu'il n'y a que 6 personnes. C'est mathématique le Yom Seirot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation ou quoi que ce soit. Soit tu as fait partie des 6 premiers, soit tu n'as pas fait partie des 6 premiers, tu n'auras rien en fait. Donc là, le but, c'est clairement d'être le meilleur. Exactement. Et je dirais même des 4 premiers parce que le 5e et 6e reçoivent le Gibouche Rovlim Solelot. On en reparlera dans l'autre émission, au final, qui est un autre type de poste, qui n'est pas vraiment des commandos comme on peut le concevoir, mais plutôt c'est pas vraiment des postes de la marine. Les gens viennent au Yom Seirot pour avoir le Gibouche Matkal et Sheyetet. C'est mathématique. Si on a fait partie des 4 premiers, on reçoit le Gibouche Matkal ou Sheyetet en fonction de notre choix. D'accord. Maintenant, le premier exercice, c'est un exercice donc face à une dune de sable. On est 25. Il y a un saut en haut de la dune de sable. On doit sprinter, faire le tour du saut, revenir et arriver donc parmi les 4 premiers. Maintenant, ça c'est un conseil que je donne à tous les gens qui passeront l'Yom Seirot. Je me permets de donner ce conseil-là puisque j'imagine qu'il y a beaucoup de sites israéliens, de programmes qui donnent ce conseil-là. Les premiers sprints de cet exercice-là ne sont pas notés. C'est-à-dire que c'est là où on peut justement faire la différence. Lorsqu'on s'est suffisamment entraîné, bien évidemment, je pars du principe que tous les gens qui vont au Yom Seirot ont une condition physique qui est suffisante pour pouvoir réussir, mais c'est un type, C'est-à-dire que au final, les examinateurs qui vont donc noter et prendre des notes sur les différents participants, ils vont pas les noter dès le début, ils vont les noter quand ils sont fatigués. Exactement. Donc le principe, il est de commencer, on va dire, les dénotations quand tous les participants ils sont dans un état de fatigue qui est similaire. Exactement. Donc ils sont tous sur la même ligne, et à ce moment-là, c'est donc le mental qui prend le dessus, qui va faire la différence. Et qui va faire la différence. Et c'est-à-dire qu'en fait, dans le premier exercice, il faut à peu près compter une quinzaine de sprints, et il faut compter que les 4 premiers ne sont pas notés. Et moi, c'est quelque chose, on m'avait prévenu qu'il fallait faire vraiment attention à ça, et qu'il fallait faire vraiment attention c'est important, au moment. C'est extrêmement important parce qu'il y en a qui donnent tout dès le début,
et rapidement ils sont essoufflés. Donc il ne faut pas la jouer de façon exagérée non plus. Il ne faut pas arriver dernier et d'un coup tout donner quand ils commencent à noter, parce que c'est quelque chose qui est perçu comme de la mauvaise foi. Il faut se préserver et garder des forces. Voilà, moi j'étais arrivé milieu plus pendant les premiers sprints, et dès que j'avais vu exactement, dès que j'avais vu les Megapchim, donc les examinateurs commençaient à noter les places, j'avais tout donné et j'étais arrivé parmi les premiers à chaque fois. Donc ça c'est les 2 premières étapes. Donc au début, ça reste des étapes de course et de... Voilà. Ça c'est le premier exercice. Le but c'est quand même de mettre tout le monde sur la même ligne et de voir qui est-ce qui a le mental le plus élevé. Exactement. Évidemment que quand même la condition physique, elle joue, parce que le mental c'est bien, mais derrière si le corps il lâche, c'est quand même compliqué de suivre. Les étapes derrière qui nous restent. Alors, donc ça c'est le premier exercice. Donc il faut juste représenter un petit détail, c'est qu'on est dos à la dune quand on court. Le deuxième exercice, c'est un exercice qui est similaire au premier, à la différence qu'il note dès le début. Donc il note dès le premier sprint, et que lorsqu'on revient de la dune de sable, il faut attraper une alunca, donc il faut attraper une civière ou un pack d'eau. Donc les 4 premiers arrivés au retour de la dune de sable doivent se jeter sur la civière. Donc c'est quelque chose qui permet mentalement, on va dire, quelqu'un qui arrive dernier et qui voit les premiers arriver avec les packs d'eau, c'est quand même quelque chose qui aussi fait mal à ceux qui sont derrière. C'est très difficile. C'est très difficile, surtout de voir qu'on n'a rien eu plusieurs fois d'affilée. C'est très difficile puisque finalement, seuls les gens qui obtiennent quelque chose, qui arrivent à attraper quelque chose, sont écrits sur la feuille. En fait. Donc c'est très important. Les 4 premiers attrapent la civière et les deux suivants, donc 5e et 6e, attrapent les packs d'eau. Et tout le groupe fait un tour ensemble sur la dune. Donc en fait, c'est avec la civière qui est chargée de sacs de sable et avec les packs d'eau. Donc en gros, c'est censé justement redonner une chance aux gens qui n'ont rien eu, puisque c'est très difficile de faire ce tour-là et d'être premier à nouveau. Mais généralement, en faveur des gens donc, qui ont réussi à attraper ça, c'est quand même un avantage de se dire qu'on l'a eu une fois, 2 fois, 3 fois. Ça encourage pour continuer. La 3e étape. On a terminé ça, on est plus ou moins à la moitié de la journée du... On est à la moitié. On va dire vers 14h30, 15h en plus ou moins. Et il faut se dire que lors de la 2e étape, il n'y a pas plus de 15 tours sur la dune de sable. Donc une fois de plus, c'est une étape qui est courte et il faut l'avoir présent à l'esprit parce que ça aide en fait. Ça aide lorsqu'on a réussi à attraper plusieurs fois la alunca et qu'on a toujours quelque chose. La 3e étape, et il faut se dire que lorsqu'on a fini la première et la 2e, on a fini les étapes difficiles. La 3e étape. La 3e étape, c'est quoi? C'est du repos? C'est plus sur le mental, physique? La 3e étape, c'est physique aussi, mais c'est aussi mental et psychologique, puisqu'on va devoir s'exprimer. La 3e étape, en fait, chaque participant du groupe est réparti à un point différent. Et on donne une pelle, donc une etrafira en hébreu, donc une petite pelle en fer à chacun des participants. Il faut bien s'assurer que la pelle ne soit pas cassée, parce que c'est des pelles qui se plient, c'est des pelles de tyronoutes et généralement en fait c'est des pelles, en fait il faut vraiment s'assurer il faut s'assurer qu'elle est fonctionnelle, voilà. Et que derrière elle nous permette de travailler. Exactement. En fait chacun est réparti un point et à partir du moment où ils nous disent de démarrer, il faut creuser un trou selon les consignes qu'ils ont données. Ça peut être un trou de 1 mètre sur 1 mètre, ils peuvent vous dire un trou de 1 mètre cube, ils peuvent dire un trou de 2 mètres, ils peuvent dire le trou le plus profond que vous pouvez. On reçoit un ordre qui est de creuser quelque chose, au final il faut immédiatement s'exécuter. Exactement. Et essayer de le faire, je suppose qu'il y a un temps limité quand même. Alors, ils nous donnent pas le temps puisqu'on n'a pas de montre, mais ils disent qu'à un moment ils vont tout simplement dire stop. Alors on se met à creuser le trou et lorsqu'ils disent stop, ils passent entre chaque participant et ils nous demandent une explication par rapport aux consignes qu'ils ont données et ils nous demandent de nous noter sur 10. C'est-à-dire que les participants doivent se noter sur 10? Exactement. C'est-à-dire qu'ils passent, donc c'est extrêmement... Donc c'est-à-dire le but de cet entretien-là, c'est quand même de faire un travail et de se jauger dessus. Exactement, et de s'exprimer. Donc il faut avoir de la confiance en soi, il faut pouvoir se noter, il faut pouvoir répondre de façon équilibrée. En fait... Généralement, donc ça c'est un autre conseil que je donne, lorsqu'ils demandent généralement des mesures en particulier, il faut pouvoir trouver une parade. Par exemple, lorsqu'ils demandent de creuser un trou de 1 mètre cube,
ils vont te demander comment est-ce que tu sais que ton trou fait 1 mètre sur 1 mètre et 1 mètre de profondeur. Donc il faut déjà préparer les explications à ce qu'on va faire. À l'avance. Moi, j'avais dit par exemple que comme je fais 1m80 plus ou moins, ma jambe est la partie la plus longue de mon corps, ma jambe fait 1 mètre, je l'ai mise en longueur, en profondeur, en largeur, et de par ce fait, je sais qu'il y a 1 mètre, 1 mètre et 1 mètre, et par conséquent, je sais que j'ai fait quelque chose qui est plus ou moins selon les consignes qu'on m'a attribuées. Exactement. Alors il y a plein de parades, il y en a qui disent que la pelle fait à peu près 50 cm. Tel est-il qu'il faut une explication, il faut de la confiance en soi surtout, même si c'est extrêmement effrayant de voir 6 examinateurs de Matkal chez Técha qui nous posent ce genre de questions. C'est la 3e étape. Et donc la dernière étape, et on termine la journée après du Yom Seirot. Alors la 3e étape, c'est une étape qui est quand même plus repos, même si c'est un exercice physique qui est quand même aussi assez éprouvant. La première étape, on est positionné à 20 mètres, on est positionné à une dizaine de mètres. La 4e étape, c'est une étape lors de laquelle on est positionné à 10 mètres de la dune de sable. D'accord. On doit ramper, donc au pied de la dune de sable, il y a des sacs de sable. On doit ramper jusqu'au sac de sable, se saisir du sac de sable, faire un tour avec le sac de sable sur la dune, reposer le sac de sable où il était, refaire un tour sans le sac de sable et revenir. Ça reste un test qui est physique, surtout, et c'est le but, je suppose que c'est quand même de voir qu'est-ce qui nous reste à ce moment-là. Voilà, sauf que là où c'est quand même plus facile que les autres tests, c'est que c'est pas une compétition avec les gens qui sont autour de nous, c'est une compétition avec nous-mêmes, puisqu'ils nous demandent en fait de compter le nombre de tours qu'on a fait. Et d'essayer de se dépasser. Exactement, et le but c'est de faire simplement le plus de tours possible. Et ils vérifient si on peut faire confiance aux gens qui sont présents, puisque eux-mêmes regardent, même si ça en a pas l'air, ils regardent le nombre de tours qu'on fait et ils nous demandent de s'exprimer. Donc à la fin, ils demandent à chacun des participants combien de tours il a fait, et il faut dire combien de tours il a fait. C'est pas critique. Tout le monde fait entre 9 et 11 tours, et je pense pas que c'est sur ça qui se base en fait pour véritablement décider si quelqu'un en a fait 10 et quelqu'un en a fait 11, peut-être que ça va départager, mais pour moi ce qui est très important, c'est les 2 premières étapes, c'est ce qui va déterminer les choses, et c'est l'explication qu'on donne à la 3e étape et le fait de se tenir parmi les premiers, dans la moyenne plus des gens lors de la 4e étape. Et surtout de rester amin, c'est-à-dire de dire exactement ce qu'on a fait. Quelqu'un, je suppose, qui va mentir ou qui va donner un résultat qui est faux. On parle de jeunes qui vont quand même arriver dans les meilleures unités de l'armée, ça reste quelque chose qui est éliminatoire. Ah, s'ils sont persuadés qu'on a fait 10 tours et qu'on leur dit qu'on en a fait 12, c'est éliminatoire directement. C'est important de prendre quand même en compte le rôle des examinateurs. Des fois, pendant la journée, il me semble qu'on a tendance à penser que ces examinateurs-là, ils sont là juste pour le décor. Et au final, ils prennent note de tout ce qui se passe. Absolument. Et ils prennent en compte tout ce qui se passe. Et donc derrière, les moindres petits détails, ils font la différence si derrière, on a envie d'arriver à telle ou telle unité. Exactement. Malgré le fait que le Yom Seirot soit une journée qui soit entièrement physique et qu'il n'y ait pas d'entretien véritablement sur notre passé, sur notre volonté, etc. Les examinateurs notent absolument tout. Juste à la fin de ces 4 étapes-là, qui sont les 4 étapes principales, et à la fin de cette journée-là, le Yom Seirot est terminé, le groupe s'assied en cercle, et à ce moment-là, chacun a 1 minute à peu près pour parler de lui-même, donc il faut faire assez vite. Mais à ce moment-là, lorsque vous avez réussi à faire partie des meilleurs, et que vous êtes Olé Hadash, je pense que la différence, vous pouvez la créer véritablement à ce moment-là, puisque c'est votre avantage sur les autres. Et généralement, la plupart des Israéliens qui vont passer le Yom Seirot, c'est pas péjoratif, mais n'auront pas grand-chose à dire sur eux-mêmes. C'est pour la plupart des gens, même s'ils auront par la suite la volonté de faire une Mechinat Zvaït ou de faire une année de Shirout qui justement enrichira leur bagage, à ce moment-là, vous avez l'avantage de dire que vous n'avez pas seulement 18 ans, mais vous avez fait un programme Massa, vous êtes venu de France, vous avez lâché ce que vous aviez, vous avez un idéal. Ou même pour ceux qui sont venus à 16 ans, et qu'on peut dire qu'ils ont dû s'adapter à un autre pays pendant l'adolescence, qui n'est pas si simple que ça quand même. Et c'est très important en fait de préparer ça avant le Yom Seirot. C'est très important de préparer ça avant le Yom Seirot puisqu'il y a un avantage à prendre à ce moment-là. Et l'autre chose qu'il y a, c'est justement les sociométriques à ce moment-là. Il y a une feuille qui est donnée à chacun des participants. Et chaque participant en fait doit noter de 1 à 25 les autres participants du groupe.
pardon, pas de 1 à 25, mais il doit écrire selon lui. Qu'est-ce qui est le plus apte à arriver à telle unité, qu'est-ce qui est le moins apte. Et ensuite, après tout ça, donc c'est à ce moment-là, on va dire qu'il est 17h plus ou moins, on a terminé la journée. Exactement. Et généralement, on reçoit les réponses, comment ça, immédiatement, sur le coup, après cette journée? Alors, lorsqu'on a, déjà, on a une merveilleuse sensation quand on a fini ça. On se dirige donc vers l'entrée. Il y a des grandes tables avec de la nourriture. On attend à peu près 2 heures. Et après, ils font s'asseoir tout le monde. Et il y a un autre réserviste qui arrive avec une feuille et il dicte en fait les numéros de tous ceux qui ont reçu le guibouche Matkal et les numéros de tous ceux qui ont reçu le guibouche Shaetet, ainsi que les numéros de tous ceux qui ont reçu le guibouche Rovlim. Pour une petite idée sur le nombre de gens qui sont pris à chaque chose, il y a à peu près 50 personnes, 60 personnes qui ont le guibouche Matkal, donc 4 par groupe, et 4 par groupe de 25. Il y a à peu près 40 personnes qui ont le guibouche Shaetet. Et pour ça reste des chiffres quand même qui sont relativement faibles via le nombre de participants à cette journée-là. Qu'on est 750 au début du Yom Seirot, il y en a peut-être 100, 200 qui abandonnent tout au long de la journée, mais ça reste des chiffres qui sont très faibles. Et à l'issue de ça, on reçoit donc la suite des étapes vers le guibouche Matkal et le guibouche Shaetet, les Rovlim. Merci Alexandre. Donc voilà, c'était la première émission sur tout ce qui est le Yom Seirot. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va retrouver Alexandre pour une deuxième émission où tu vas nous expliquer plus en détail les différents Gibushim et comment ça se passe. Merci beaucoup, c'était l'émission de Tzahal Connection sur le Yom Seirot.